Le mois de septembre a été assez occupé au niveau ludique, mais ça veut aussi dire que j'ai une tonne d'expérience à vous partager. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quoi de neuf du mois de septembre. Et oui, le Quoi de neuf est un segment dans lequel je passe en revue et en rafale mes différentes expériences ludiques. Et dites-vous que des expériences, j'en ai eu une tonne parce que au courant du mois de septembre, s'est déroulé non pas un, mais bien 2 week-ends de délirium ludique. Alors qu'est-ce que c'est le délirium? Eh bien, si jamais vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo pour vous raconter un peu mon expérience de l'événement, mais c'est une belle fin de semaine, en fait 2 belles fins de semaine de jeux de société à Québec avec des centaines de joueurs différents. Donc ça a été vraiment des belles expériences et des beaux souvenirs que je vais garder. Et après, lorsqu'un événement se termine, c'est tout un petit peu triste. Par chance, il y avait un autre événement qui s'est déroulé à Trois-Rivières, mais celui-là dans le mois d'octobre, donc je vais vous en reparler un peu plus tard dans le mois. Alors, fidèle à mon habitude, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Au courant du mois de septembre, j'ai joué 73 parties, ce qui fait du mois de septembre probablement un des mois dans lequel j'ai le plus joué. Bon, on s'entend, c'est pas nécessairement tous des gros jeux, mais ça fait quand même beaucoup de parties. Là-dessus, j'ai joué à 35 jeux différents et là-dedans, il y en a 23 que c'était des nouveautés pour moi. Alors oui, ça fait énormément de jeux. D'ailleurs, ce mois-ci, je vais me concentrer beaucoup plus à mes nouvelles expériences de jeu. Je vais sauter beaucoup de petits jeux que j'ai joués, là, que je ne prendrai pas nécessairement le temps de vous parler, mais je ne parlerai pas des jeux que j'ai rejoués. Je veux vraiment me concentrer sur ce qui est de nouveau. Alors, bien entendu, j'ai eu la chance de jouer à plusieurs jeux et entre ceux-là, il y a le jeu River Valley Glassworks. Alors, River Valley Glassworks, qui est un nom long comme ça, est un petit jeu d'agencement de pièces. Alors, le thème, c'est qu'on est des petits animaux amusants, là, des animaux anthropomorphiques, des petits personnages, et on doit aller dans la rivière, aller chercher des gemmes. Et là, les gemmes vont venir en différentes couleurs et différentes formes. Et c'est un petit casse-tête qui est très simple au niveau des règles. Mais lorsqu'on vient à jouer, essayez d'optimiser le tableau, parce que dans le jeu, on doit, lorsque c'est notre tour, aller puiser des glaces, donc du verre, donc différentes pierres précieuses ou des pièces comme ça, et on doit les placer sur notre tableau. Mais l'agencement du tableau et le puzzle en tant que tel, parce que on doit en placer de différentes couleurs, essayer d'en piocher, d'aller en chercher pour faire monter des colonnes et de faire attention de ne pas trop prendre des pièces d'une mauvaise couleur parce que on pourrait perdre des points. Donc ça fait en sorte que malgré son set de règles très simple, c'est un petit puzzle très intéressant, du beau matériel. On s'entend, les petites pièces sont vraiment magnifiques. Est-ce que c'est un grand jeu? Je ne crois pas, mais je pense que c'est un jeu qui peut être facile à sortir et qui étonnamment va vous faire un peu plus vous casser la tête parce qu'au début, bon, ok, c'est simple, parfait, on a compris le concept, mais c'est quand on essaie de bien agencer ces pièces-là dans notre puzzle, ça ne marchera pas nécessairement comme qu'on veut et on n'aura pas nécessairement les pièces qu'on a besoin au bon moment. Donc, ça reste un petit jeu très intéressant. Je continue avec un jeu que j'ai eu le plaisir de partager une partie avec Martin Montreuil de la Société des Jeux. Alors, j'ai eu la chance de jouer à Avant-Garde. Alors, Avant-Garde est un jeu qui a d'ailleurs une boîte très exceptionnelle parce que la boîte se déplie, donc c'est plein de paquets de cartes et on déplie ça. J'ai vraiment trouvé ça vraiment super. Mais qu'est-ce qu'il y en a avec le jeu? On a droit à un jeu de combinaison assez originale. Donc, on va devoir jouer des cartes et de réussir à compléter des séries. Et là, avec ces séries-là, on va être amené à repiger, à acheter aussi des cartes. C'est une espèce de mélange de Uno et de deck building. Et là, ça peut paraître bizarre comme mélange parce que oui, pendant la partie, on va accumuler des pièces et on va devoir tenter d'aller acheter des cartes qui vont nous donner des pouvoirs. Mais il faut faire attention de bien agencer nos cartes pour pouvoir réussir à bien compléter des séries. Donc, on a vraiment des suites à faire. Et si on réussit à accumuler assez de pièces, on va peut-être pouvoir aller chercher des médailles. J'ai trouvé que c'est un jeu très intéressant, j'ai envie d'y rejouer, j'ai juste joué une petite partie, je suis très curieux d'y rejouer, j'avoue que j'ai bien aimé le concept, je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué plus qu'une fois, il reste que une belle présentation, je sais que sa sortie est assez limitée, je vais suivre ça pour voir quand il va arriver en boutique, c'est certain que je vais en procurer une copie.
J'ai aussi joué à Parks Roll and Hike avec Pierre-Marc et David Couteau, le professeur Board Game. Alors, le prof Board Game avait ce jeu-là qui a d'ailleurs passé au Delirium. Il y avait un concours de l'affronter pour ce jeu-là. Alors, Parks Roll and Hike est bien entendu une version Roll and Write du jeu Parks de Keymaster Games. Alors, Parks est un beau jeu, une belle présentation, surtout une belle enveloppe. C'est un jeu qui est intéressant, mais c'est très accessible. Donc là, ici, on a droit à un Roll and Write encore vraiment beaucoup plus épuré. Alors, je pense que je suis pas un grand fan de Roll and Write. J'ai trouvé le jeu bien, j'ai trouvé que le jeu faisait des affaires intéressantes. Ce qui est vraiment beau, c'est que chaque joueur a son petit calepin. Donc, sur le petit calepin, on ouvre et les 2 pages, c'est là qu'on va être des affaires à cocher. Donc, on a différents agencements à faire, on coche des choses pour générer des effets en chaîne. Ça reste un Roll and Write intéressant pour ceux qui aiment le type. Celui-là, je vais pas me garrocher pour aller en chercher une copie. J'ai aussi eu la chance de jouer à un jeu qui n'est pas disponible ici au Québec, mais qui est déjà disponible en Europe. C'est le jeu Biotop. Alors, Biotop est un jeu qui fait beaucoup de choses et lors de la présentation initiale des règles, j'étais pas convaincu. Je trouvais que ça faisait beaucoup de choses. On a une espèce de gestion de territoire, un tableau building, de la gestion de ressources avec différents éléments, différents territoires. Et là, lorsqu'on génère des effets, il faut les gérer dans... Et ça faisait beaucoup de choses à se tourner la tête autour, mais je dirais en début, milieu de partie, ça a commencé à plus cliquer. Je dirais que j'ai commencé à voir un peu les possibilités que ce jeu-là offre et j'ai trouvé ça très intéressant. Seul bémol, c'est le genre de jeu qu'il faut être rejoué plusieurs fois, je pense, pour bien saisir les nuances. Parce que même après une demi-partie, je commençais à peine à voir un peu les possibilités que le jeu nous offrait. Et pour ma part, j'ai pas nécessairement l'occasion, ou je choisis volontairement, de ne pas nécessairement tout le temps retourner plusieurs fois vers un jeu. Donc, je pense pas que c'est un jeu que je vais prendre dans ma collection parce que je suis content d'avoir joué, puis je dirais pas non à une autre partie, ça c'est certain. Le jeu était crunchy, le jeu nous faisait penser à plein de choses. Pourtant, je trouve que la présentation était aussi bien réussie, mais je pense pas que c'est le genre de choses qui va sortir très souvent chez moi. Et je me dis tout le temps, si je peux ressortir ça, je vais probablement sortir un autre jeu. Mais, encore une fois, je ne dirai pas non à une partie. Ensuite de ça, j'ai joué avec plein de monde d'ailleurs. On était 8 pour une partie de Dungeon Kart. Alors, Dungeon Kart, c'est quoi? C'est Mario Kart de board game sans le thème de Mario. Bon, on s'entend, plusieurs personnages sont des références très près du matériel source, mais on est dans l'univers ici de Overboss. Alors, Brotherwise Game qui ont Boss Monster, également Overboss, une couple de jeux dans cette espèce d'univers-là, 8 bits, 16 bits rétro. Donc là, on a vraiment ce qui est Mario Kart. On a des cartes, on se promène, on se lance des sorts, en fait. On s'entend, c'est comme des carapaces de tortues qu'on se lance. On a des pouvoirs différents qu'on peut accumuler et on se promène en essayant de drifter, de tourner, de foncer dans les autres, de faire un paquet d'effets comme ça. Alors, ça se veut être un jeu qui est supposé être très arcade. Le hic, c'est qu'on était 8 joueurs. Bon, je ne veux pas vous le cacher, on était 8 joueurs, c'était en fin de soirée. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir parce que autour de la table, c'était vraiment amusant. On était une belle gang et l'ambiance était vraiment super. Cependant, la partie a été quand même assez longue. Bon, c'est normal, on est 8 quand même, mais mes tours à moi étaient quand même assez rapides. Lorsque je jouais, ça allait quand même vite et je trouvais que ça prenait du temps pas mal avant que ça revienne à mon tour. Je pense que je dois avoir joué l'équivalent de 2 minutes dans toute cette partie-là. Mais l'idée est intéressante par contre. Je pense que le sweet spot risque d'être avec 4 ou 5 joueurs. Est-ce que je joue souvent à 4 ou 5 joueurs? Puis là, c'est un jeu que j'avais dans mon cart pendant un certain moment donné. Je me disais, un cart, oh. J'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. Alors, pun non intended. Alors, le jeu était dans mon cart pour l'acheter et je me demandais voir si je le prenais. Et après l'avoir essayé, je pense pas que c'est le genre de chose qui va sortir. Encore une fois, c'est l'idée du fait qu'on doit avoir vraiment beaucoup de joueurs, que ce soit plaisant et peut-être pas nécessairement trop de joueurs non plus parce qu'à un moment donné, ça faisait beaucoup autour de la table. Je continue avec un petit jeu de draft qui s'appelle Cake Master. Alors, Cake Master est un jeu dans lequel on va faire des gâteaux. Alors, des belles petites illustrations, ça donne faim si on a envie de dessert. Mais à la base, Cake Master est un jeu de draft dans lequel on va avoir 3 pièces de gâteaux. Et là, c'est des quarts de gâteaux. Et les gâteaux ont des saveurs, ont également des éléments dessus ou des petites rosettes. Et là, selon différents clients qu'il va avoir, on va devoir tenter de les accommoder. La twist, c'est que des 3 cartes qu'on va avoir, on va en prendre une, on va en passer une à gauche et une à droite. Donc, au début, oui, on pense pas mal à notre chose. J'ai besoin de cette pièce-là, parfait. Mais après ça, on se met à regarder chez le voisin en disant,
il a besoin de cette pièce-là, j'y donnerai pas. Donc, ça devient un jeu de draft / hate draft. Est-ce que vous voulez travailler pour vous ou travailler contre les autres? Ça va être difficile de faire les deux par contre. Et là, bon, bien entendu, si on réussit à faire un gâteau avec une saveur, on a plus de points. Si on réussit à accommoder les demi-rosettes ensemble, si on accumule les points de saveur. Donc, c'est un bon petit jeu de draft, très facile à prendre en main, très simple. Et je pense que c'est le genre de jeu qui va jouer très, très différemment en famille et entre gamers parce que, bon, le hate draft est quelque chose qui existe. Donc, si jamais vous avez des joueurs autour de vous qui font du draft comme ça risque d'être beaucoup plus difficile à réussir à faire de beaux agencements. Le prochain jeu que je vais vous parler est une réédition d'un jeu qui existait déjà. Le jeu s'appelle Harvest et le jeu précédent s'appelait Harvest. Alors, à l'origine, c'est un jeu par Trey Chambers. C'est un petit jeu qui venait dans une petite boîte par TMG Games, qui malheureusement est une compagnie qui a fait faillite. C'est un jeu dans lequel on avait un jardin fantasy, cette fois-ci, un style fantaisiste avec des carottes magiques, des choses comme ça. Et là, on a décidé de mettre de côté cette espèce d'aspect de magie-là pour un thème de ferme assez standard. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que cette version-là nous provient de Keymaster Games, une compagnie qui a tendance à produire des jeux vraiment magnifique. Alors, j'ai pour ma part la version de détail, la version magasin, mais la version Kickstarter venait avec des belles ressources vraiment géniales. D'ailleurs, j'ai vu des images et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir. Si jamais je le trouve, je vais peut-être me gâter. Mais il reste que à la base, c'est vraiment un jeu dans lequel on va fabriquer une ferme. Le jeu est très simple, très visuellement très agréable, des belles couleurs vives, mais c'est un jeu qui demande un peu plus de planification. Alors à la base, oui, on va faire pousser des légumes, s'en occuper, les récolter pour faire des points, mais c'est tout cet aspect de planification-là, du fait qu'on va devoir acheter une graine pour éventuellement planter cette graine-là, pour idéalement peut-être l'arroser pour avoir un légume de plus, et ensuite de le récolter pour faire des points. Et là, on a cet aspect de prévoir un peu le plan de match. Le tout est fait sur 4 manches, et ça va être d'essayer d'optimiser le plus possible sa ferme. Donc, mécaniquement, il se prend bien en main, c'est un placement d'ouvrier, on va voir certains endroits. Le jeu est assez standard, mais c'est dans l'espèce de préparation du fait qu'on a plusieurs étapes à faire pour pouvoir bien réaliser nos choses. Je dirais qu'entre gamers, ça se prend assez bien. Les gens qui sont un peu moins joueurs, par contre, vont peut-être avoir un petit peu plus de misère à tout mettre sa tête autour de cette organisation-là. Mais ça reste que je trouve que c'est un jeu qui est très vibrant visuellement, un jeu qui offre des éléments intéressants. Un des éléments particulièrement que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'on a une espèce de tuile d'initiative qui va faire en sorte qu'on va agir plutôt dans le tour, mais on va avoir un bonus qui va être plus ordinaire, tandis que si on choisit volontairement une tuile qui est beaucoup plus élevée, on va avoir un bonus vraiment plus gros, mais on va jouer beaucoup plus tard dans le tour. Donc, c'est une espèce de gestion de dire, est-ce que je veux avoir les bons spots en premier, ou est-ce que je suis prêt à tolérer puis d'avoir un petit bonus pour jouer un peu plus tard dans le tour. Donc, ça amène des questions très intéressantes. Donc, c'est des décisions que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Kabanga. Et oui, Kabanga est un jeu de cartes qui a fait fureur lors du Delirium ludique. C'est un jeu de cartes qui peut se jouer avec n'importe qui. Bon, je parlais des fois, on parle souvent des jeux un peu plus gamer, on parle plus des jeux comme ça, mais là, celui-là, ici, on a droit à un jeu qu'on pourrait sortir facilement dans un party de famille avec des gens qui aiment les cartes. Parce que on n'a pas de matériel bizarre, on a des cartes. Et les cartes sont numérotées de différentes couleurs. Donc, je pense que c'est de 1 à 18 dans 4 couleurs différentes. Les joueurs vont avoir une même carte, donc de 8 cartes. Et lorsque c'est leur tour, ils vont devoir jouer une carte dans une des couleurs. La twist, c'est qu'on veut se débarrasser de nos cartes. Et lorsqu'on va jouer une carte dans une couleur, il y a toujours 2 cartes. Donc, exemple, il y a un 3 et il y a un 8. Donc, si on place on place ça ici, ça va faire en sorte qu'on va regarder le gap entre les deux. Donc oui, il y a tout le temps 2 affaires, donc il y a 3 et 8. Donc on choisit de jouer une carte, on va dire on place un 12 jaune. Donc il y a le 12 jaune et il y a le 8 jaune. On regarde entre les deux, le gap, l'écart entre les deux. Et s'il y a un joueur autour de la table qui a une de ces cartes-là qui est dans l'écart, il va simplement la lancer sur la table en disant d'un ton très ferme « Kabanga ». Donc pourquoi? Eh bien, ça va faire en sorte que le joueur actif va avoir une pénalité. Donc on doit toujours essayer de jouer des cartes dans les couleurs, en général le plus petit gap possible. Il faut de dire Kabanga avec beaucoup d'attitude, ça rajoute au plaisir de jeu autour de la table, mais ultimement c'est tellement simpliste comme jeu et ça marche drôlement bien, je me vois facilement jouer à ça dans le temps des fêtes avec des cousins et cousines qui disent « Ah non, pas encore lui avec ses jeux de société ». Le jeu a de l'air de pas grand chose, c'est un petit jeu de cartes, ça sort bien, c'est pas intimidant et il faut pas oublier ça que on est dans une catégorie quand même assez à part, on est des gamers, on aime ça jouer, on aime apprendre beaucoup de jeux, en tout cas moi j'aime apprendre beaucoup de jeux, mais c'est pas tout le monde qui est dans notre cas
Et des jeux comme ça, je trouve ça très important d'en avoir dans sa collection parce que ça sort avec monsieur et madame, n'importe qui. On peut sortir ça avec les parents, les oncles, les tantes, les familles, même les plus jeunes. La base du jeu est assez simple à prendre et ça reste qu'on a beaucoup de plaisir autour de la table. Parlant de petits jeux qui génèrent beaucoup de plaisir autour de la table, le prochain que je vous parle, c'est le jeu qui s'appelle Des Lapins. Alors, Snack Rabbits est un petit jeu de cartes de pouce ta chance, désigné par Trevor Benjamin et Brett Gilbert, deux auteurs que j'aime beaucoup, qui ont produit beaucoup de petits jeux de ce style-là. Donc, dans Des Lapins, on a un choix très très simple à faire à notre tour. On va retourner une carte qui est un légume dans une des différentes clôtures. Bon, les clôtures sont numérotées de 2 à 6 et on va avoir les cartes de légumes qui vont être placées sous une clôture en particulier. Donc, exemple, bon, celle-là c'est un 5, on le met sur le 5. Donc là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on essaie de sauter la clôture avec un lancement de dés? Donc, on va lancer le dé et si on réussit, on choisit une clôture, exemple la clôture 5, parce que bon, il y a 1 ou 2 légumes dessus. Il faut que j'aille 5 ou plus sur mon dé. Si jamais je réussis, je récupère les cartes de légumes que je place devant moi. Sinon, j'ai perdu mon tour et c'est au prochain joueur. À la place d'essayer de sauter la clôture, on peut aussi prendre un dé lapin qui va nous faire rouler un dé de plus lorsqu'on va essayer de sauter une clôture de manière à optimiser nos chances. Donc, une espèce de choix de gestion de risque qu'on va faire. Le but, c'est bien entendu de récolter ces légumes-là parce qu'à la fin de la partie, on va faire des points selon les majorités qu'on va avoir. Donc, le but, c'est pas nécessairement d'en avoir le plus, mais c'est d'avoir des majorités dans différents légumes clés pour pouvoir faire des points de victoire. Donc, c'est un jeu qui se joue facilement, rapidement. J'ai joué en famille, j'ai joué avec des amis moins gamers aussi. J'ai joué également avec des gamers au Delirium. J'ai vraiment beaucoup joué à ce jeu-là. J'ai vraiment apprécié énormément cette petite expérience de jeu-là. Donc, Des Lapins, un beau petit jeu qui gagne à être joué et qui va être joué pas mal souvent, à mon avis, dans ma collection. Je continue avec un jeu qui s'appelle Cities. Alors, Cities est un jeu qui a un nom très générique. Soyons francs, Cities, c'est assez standard comme nom de jeu. Alors, dans Cities, vous allez devoir créer une city. Alors oui, vous allez devoir fabriquer une ville. Et c'est un jeu du designer Phil Walker Harding, un designer que j'apprécie particulièrement, qui a fait des jeux comme Gizmos ou Barren Park ou Lamaland. Donc, il a fait beaucoup de jeux et c'est tout le temps des petits jeux de style puzzle. Donc, c'est pas tous ces jeux qui ont été des succès dans les dernières années. Spellbook a été, mettons, hit or miss là, pour beaucoup de monde. Je pense que ça n'a pas été un de ses meilleurs. Mais là, il récidive avec Cities, qui est un jeu, et ça va paraître drôle ce que je vais vous dire, c'est un jeu qui réinvente rien. Le jeu ne fait rien d'original, de vraiment super, wow, hey, c'est nouveau. Non, mais ça marche. C'est un bon petit puzzle dans lequel on va devoir se construire une ville. Et la ville va être créée avec des tuiles. Donc, on va faire un 3 par 3 à la fin de la partie de manière à pouvoir générer notre ville. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'à notre tour, on a 4 ouvriers. Et on a 4 catégories d'objets. On va avoir une tuile, on va avoir une carte de pointage, une carte d'aménagement et également des petites maisons qu'on va pouvoir faire. Donc, on a 4 travailleurs et obligatoirement dans le round, on va aller chercher ces 4 items-là. La twist, c'est que il va y avoir au nombre de joueurs. Donc, par exemple, on est 4 joueurs, il y a 4 tuiles, il y a 4 cartes quatre cartes de scoring, il y a des tuiles avec des agencements. Donc, lorsque c'est notre tour, on va choisir lequel on veut avoir en premier. Si je spot vraiment cette tuile-là, que j'en ai vraiment besoin, je vais probablement aller chercher la tuile. Mais lorsque ça va revenir à moi, je ne peux plus prendre de tuile. Donc, obligatoirement, on va prendre un objet dans chacune des 4 catégories. C'est super simple, ça marche vraiment, vraiment bien. Les cartes de scoring reviennent un peu au même, mais c'est bon pour le petit puzzle que ça va faire. Donc, c'est un puzzle qui n'est pas trop long. Le jeu reste pas trop longtemps sur la table. Ça joue bien, c'est un puzzle qui est facile à prendre en main. C'est mon genre de puzzle, c'est le genre de truc que j'aime. Et on ne se le cachera pas, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup construire mes villes. Donc là, je construis une petite ville. Je mets des petites maisons également qui vont donner des points de scoring selon les cartes qu'on va avoir accumulées pendant la partie. Donc, ça offre des décisions intéressantes et ça offre surtout un beau petit concept d'un petit puzzle facile à sortir, facile à jouer, une boîte pas trop grosse. C'est vraiment un format que j'adore. Donc, Cities a vraiment été un beau succès pour moi. Et là, je suis maintenant rendu à mon top 3, donc les 3 coups de cœur du mois de septembre. Et là, ça a été difficile parce que, bon, j'ai plein d'expériences de jeux que j'ai eues. D'ailleurs, mon coup de cœur numéro 1 aurait probablement été tous les gens que j'ai pu rencontrer au Delirium ou à n'importe quel événement ludique. Je trouve ça vraiment génial de vous rencontrer. Bon, ça fait un peu quétaine, mais je trouve ça toujours le fun de côtoyer tout ce monde-là, de voir que je participe à la communauté ludique, de voir que notre hobby va bien. Il y a des gens qui trippent sur le jeu de société. Notre hobby est vivant, puis c'est ça qui le rend encore plus agréable. Mais là, j'y vais avec mon top 3 de mes coups de cœur du mois. Alors, je commence avec, en 3e position, le jeu Stamp Swap. Stamp Swap est le nouveau jeu de la compagnie Stonemaier Games. Oui,
cette compagnie-là. Donc, Stonemaier est une compagnie qui sort peu de jeux par année, mais habituellement, ils sortent les tambours, les trompettes, la fanfare, l'équipe marketing est au rendez-vous et ils font ça vraiment, vraiment très, très bien. Parce que, contrairement à beaucoup de compagnies où ils annoncent un jeu, puis là, bon, on va attendre, on va le backer sur Kickstarter, on va attendre, on va attendre. Mais eux, ils annoncent le jeu. Et ensuite de ça, pas longtemps après, toutes les reviews sortent en même temps avec un embargo médiatique qui, à mon avis, est vraiment une super bonne idée parce que tout sort en même temps. Et après ça, quelques semaines plus tard, vient la précommande et quelques jours plus tard, oh oui, quelques jours plus tard, les précommandes arrivent déjà parce que les jeux sont déjà là. Bon, je suis abonné au Stonemaier Champions, qu'on appelle. Je paye un frais annuel, donc à chaque année, je paye un certain montant pour avoir des rabais ainsi qu'une priorité sur le shipping, sur leur nouveauté. Mais de la minute qu'on prend un jeu de Stonemaier Games par année, on est rentable dans notre argent. Et là, on avait droit d'avoir aussi l'extension de Happy Harry. Alors, Stamp Swap est un jeu que j'ai reçu quand même rapidement, qui devrait arriver en boutique quand même bientôt, mais c'est un jeu d'un mécanisme qu'on n'utilise pas beaucoup, qui est le I split you choose, le je sépare et tu choisis. Donc, on va incarner des philatélistes, le monde excitant des philatélistes. Et oui, comme je blaguais un peu, les gens qui collectionnent les timbres, c'est un peu le OG des collectionneurs, ça, les originaux des collectionneurs avec la monnaie. C'est un peu vieillot comme collection. Encore une fois, vous avez le droit de collectionner les timbres. Mais moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est le thème. Un thème original, parce que dans quel autre jeu que vous collectionnez des timbres? J'en connais pas. Et pour ma part, des thèmes originaux, des thèmes différents, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ça aurait pu être n'importe quoi qu'on collectionne, mais là, c'est des timbres et pourquoi pas. Alors, on est dans une convention de philatélistes, j'allais dire de timbrerie, mais non, de philatélistes, et on va devoir collectionner différents thèmes comme ça. Donc, on va avoir des agencements et à chaque ronde, on va avoir une grosse pool de différents thèmes. Et là, les thèmes ont des formes, ils ont des couleurs, ils ont des thèmes, il va y avoir des cartes de scoring au milieu, et lorsque c'est notre tour, on va devoir sélectionner un objet. Donc, ça peut être un timbre, ça peut être également un spécialiste, une carte de bonus qui va nous donner des points de victoire pour différentes choses. Et chaque joueur va passer comme ça jusqu'à temps qu'on ait récupéré 6 objets. Et c'est là que le plaisir commence parce que dans ces 6 objets-là, on va pouvoir en mettre un de côté, mais le reste, on va pouvoir les séparer en 2 piles. Mais la twist, c'est qu'il y a certains timbres qui vont être face cachée. Donc le joueur qui les a choisis peut regarder qu'est-ce qu'il y a et il va faire sa sélection avec ça. Donc on va diviser les choses. Donc est-ce qu'on va faire un côté attrayant et l'autre côté un peu plus mystérieux? Est-ce qu'on va laisser les joueurs s'attirer vers le côté mystérieux en sachant éperdument que l'autre côté est vraiment meilleur? Ça amène un concept très très intéressant et ce que j'ai aimé, c'est que tous les joueurs vont séparer leurs choses. Et là, ensuite de ça, on commence par le premier joueur, qui va d'ailleurs avoir été un des objets qu'on va sélectionner. Il va choisir une des 2 moitiés d'un joueur. Donc, il va récupérer ça et le joueur qui s'est fait prendre sa moitié va récupérer l'autre. Et là, ça va être à lui de choisir une moitié à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc, on va se renvoyer la balle comme ça. Et après ça, après avoir collectionné nos différents objets, on va les placer dans notre cartable. Et là, ça va être l'agencement. On a une espèce de côté de placement de tuiles qui va se faire selon différents agencements de cartes scoring qui vont être différentes à chaque partie. C'est un jeu qui roule très très bien, c'est un jeu qui se joue facilement à 5 joueurs. À 5 joueurs, on a joué en 45 minutes, donc c'est un jeu qui est rapide à prendre en main, qui est intéressant, qui offre des décisions super. Et moi, un jeu qui nous offre des décisions intéressantes, je trouve ça toujours que c'est un gros plus. Est-ce que le jeu va être bon à 2 joueurs? Je sais pas, je ne l'ai pas essayé encore, même à 3 joueurs. Donc moi, j'ai joué à 4 et 5 joueurs. Bon, c'est normal, j'étais au Delirium. J'ai l'occasion d'avoir plus de joueurs. Je sais pas si je vais me risquer à 2. Probablement, il faudrait que je l'essaye quand même. Je pourrais être surpris. Mais à la base, c'est le genre de jeu qui est le fun avec plusieurs joueurs parce qu'on a plusieurs choix un peu partout. Donc ça amène des décisions qui sont plus crunchy puis plus intéressantes. Mais j'ai trouvé que le jeu faisait bien ça. Donc c'est des règles qui sont faciles à prendre en main. Et c'est un jeu qui joue très très bien avec un mécanisme que j'ai pas énormément dans ma collection. Et pour ça, simplement, c'est certain que je vais le conserver. Je continue en numéro 2 dans mes coups de cœur avec un petit jeu de cartes qui s'appelle Château Combo. Alors, Château Combo a été un des jeux les plus joués lors du Delirium. Donc, c'est un jeu que moi-même, j'ai vu, que j'ai vraiment apprécié de jouer énormément parce que c'est un petit jeu de cartes tellement simple. On va se faire un tableau de 3 par 3 cartes et on va devoir placer des cartes qu'on va recruter dans différentes pistes. Donc la carte, on va choisir et on va la placer et habituellement, il va nous donner un pouvoir instantané et un pouvoir de fin de partie.
Le twist, c'est qu'on va devoir essayer de placer les cartes de manière à les agencer pour réussir à marquer le plus de points. Et là, on va les agencer avec différentes conditions. Donc, des fois, c'est des blasons qu'ils vont avoir. Des fois, c'est des pièces qu'on va récupérer pour pouvoir les acheter. On va avoir des clés également parce que oui, on est limité par la rangée dans laquelle on va pouvoir choisir, mais avec la clé, on peut déplacer le chevalier, donc pour choisir sur une autre offre de cartes. Ça fait en sorte que c'est un petit jeu très rapide qui dure une vingtaine de minutes tout au plus et qui nous offre de beaux combos. Donc, moi, c'est le genre de jeu que j'aime parce que j'ai l'impression d'essayer d'aligner. Mais ça se peut que des fois, ça aille pas du tout bien. Ça se peut que des fois, on réussisse à pogner les bonnes cartes au bon moment, mais c'est un petit jeu qui est pas trop long. Donc, c'est pas frustrant quand on se dit « Ah non, j'ai absolument rien qui va pour moi. » C'est pas grave. Ça joue bien, c'est le fun. C'est une espèce de petit casse-tête intéressant. De dire, OK, je vais le placer où? Et ça se pourrait que plus tard, on ait une carte. Ah, j'aurais dû prendre ça. Ça me donne plus d'avantages. Je sais que c'est un jeu qui est également joué beaucoup sur BGA. Le jeu a eu beaucoup de buzz, beaucoup de traction sur cette plateforme-là. Je ne joue pas sur BGA, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont joué énormément et je pense qu'il y a un bon petit buzz sur ce jeu-là. Donc, Château Combo, un jeu que j'ai vraiment apprécié. Mais là, j'y vais avec mon numéro 1. Le mois dernier, je vous ai teasé avec ma copie de Mass Effect The Board Game. Alors, Mass Effect The Board Game est un jeu que j'avais très hâte de vous parler et je vais probablement vous faire une vidéo sur la chaîne. Bon, je manque de temps avec toutes les choses qui se passent dans ma vie, avec les événements ludiques. Il me semble que j'ai l'impression, j'ai tellement de vidéos que je voudrais faire, je fais juste manquer de temps. Je m'excuse, je le sais, je devrais prendre plus de temps le soir pour faire ça, mais j'ai tellement de projets, tellement d'idées, c'est tellement ouf. Hein? Fait que là, j'en profite pour vous en parler maintenant. Alors, premièrement, c'est un jeu, un adventure book. Donc, c'est un jeu coopératif dans un livre aventure qui va nous faire vivre une campagne de 3 à 5 parties. Donc, c'est un jeu orienté autour des dés. Donc, une espèce de... Ça me fait beaucoup penser au style de Mandalorian. Alors, Mandalorian avait des cartes pour générer différents effets. Ici, on a le droit d'avoir des dés. On va avoir une pool de dés et le premier joueur va prendre certains dés pour activer et il va passer le restant à l'autre joueur. Donc, les joueurs, plus ça va aller et moins il va avoir de dés parce qu'on est obligé de jouer à 4. Et ça, peu importe le nombre de joueurs, on va avoir 4 personnages qui vont être sur la table. Ce que j'ai aimé justement, c'est que le mode campagne est très facile à compléter. Il y a juste 3 à 5 missions. Moi, c'est un gros plus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont peut-être dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça un gros jeu de campagne où je peux faire 50 games. » Pas moi. Moi, je veux un jeu que je vais être capable de finir et celui-là, je suis capable de m'aligner 2-3 parties dans une session de jeu. Parce que les parties durent entre 45 à, mettons, 1h30. Certains scénarios sont un peu plus costauds, mais j'ai trouvé ça intéressant du fait qu'on a également un livre et dans notre carte de personnage, on va avoir des cases à cocher. Donc, au lieu de s'encombrer de plein de cartes, puis plein d'effets, puis plein de bonus, on fait juste cocher sur des nouveaux pouvoirs sur notre plateau de jeu avec un marqueur effaçable. J'ai vraiment trouvé l'idée super. Ça fait en sorte que c'est facile de conserver notre partie après un scénario. On peut juste continuer et voilà une prochaine fois. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Je sais, il y a des gens qui aiment les figurines, mais moi, là, j'aime ça quand c'est facile à sortir et on a droit à 5 figurines, bon, 4 figurines de joueurs, plus le premier joueur, le joueur principal, qu'on a une version homme et une version femme. Mais on a des jetons, des tokens pour les personnages et les méchants. Et les méchants ont toute l'information sur ces tokens-là. Ça fait en sorte que c'est facile à lire, c'est beaucoup plus rapide. Et on n'a pas besoin de chercher pendant une demi-heure pour trouver la bonne figurine pour le personnage. Donc moi, c'est un gros plus parce que le jeu vient dans une petite boîte. Bon, je sais, la compagnie offre des miniatures pour le jeu à un prix exorbitant. C'est peut-être correct si jamais vous aimez vraiment l'univers de Mass Effect ou vous voulez être collectionneur, mais je sais que le prix des miniatures ont fait lever les yeux de plusieurs personnes. Je vous invite même pas à aller regarder ce prix-là. Je pense que c'est outrageous, c'est complètement fou. On n'en a pas besoin. Moi, j'ai même pas regardé ça. Je n'étais même pas au courant avant de lire sur la polémique qu'il y avait une histoire là-dessus. Moi, ce que j'ai aimé, c'est du fait que c'est un livre-aventure coopératif qui se joue bien, qui est facile à prendre en main, qui est peut-être pas aussi épique que certaines personnes. Je sais que j'ai joué une partie avec Martin Montreuil et il disait qu'il manque le côté épique de Mass Effect. Je connais pas beaucoup l'univers de Mass Effect. Je sais que c'est un jeu vidéo très populaire. J'ai joué avec des gens, par contre, qui jouaient beaucoup plus que moi à ce jeu vidéo-là et qui m'ont raconté plein de choses comme quoi c'était thématique parce que, bon, il se passe telle chose, il y a des victoires qui sont des Paragon Victories, des Renegade Victories. Moi, c'est toutes des choses qui me disaient pas grand-chose. Mais pour les gens qui connaissent l'univers, ils ont vraiment trouvé l'immersion. La première
J'ai joué quelques fois une première partie avec beaucoup de monde au Delirium pour le montrer un peu au monde, mais je pense que le jeu prend vraiment son envol quand on fait une campagne. Juste une petite partie comme ça on the side, c'était pas assez pour voir ce que le jeu nous offre. Et lorsqu'on monte en puissance, donc on débloque des nouveaux pouvoirs, des nouvelles habilités, des nouvelles choses pendant la campagne, j'ai vraiment trouvé ça super. Le fait qu'on a des embranchements différents aussi pour cette campagne-là, donc ça fait des missions différentes. On a un livre narratif pour nous donner un petit peu de saveur, donc pour les gens qui aiment l'univers, bon, c'est certain que c'est pas des grosses décisions narratives qu'on va avoir, mais selon certaines conditions qu'on va faire dans certaines missions, on va pouvoir aller lire des paragraphes, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas toujours la même partie, on n'aura pas l'impression d'être sur un rail. Et pour moi, je pense que c'est un gros plus d'avoir un jeu comme ça dans une boîte qui est assez petite, d'avoir un jeu rejouable, coopératif, qui se prend bien et que moi-même j'ai aimé sans être un fan de la franchise. Je me dis souvent des fois ce genre de jeu-là, bon quand j'ai joué à Mandalorian par exemple, je me dis je suis fan de Star Wars, je vais aimer le Mandalorian, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars va aimer le jeu quand même? Est-ce que le jeu va être mécaniquement assez intéressant pour pouvoir le rehausser malgré le thème qui dit pas grand-chose? Bon, j'aime l'idée du thème sci-fi comme ça, shooter un peu, mais je connais pas l'univers de Mass Effect et j'ai quand même beaucoup apprécié le jeu. J'ai bien hâte d'ailleurs de vous en reparler. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo pour vous le présenter sur la chaîne. Je sais que le jeu est en pré-vente et va être disponible au début du mois d'octobre, donc très très bientôt je pense. Je pense que la sortie est prévue peut-être mi-octobre. Je ne sais pas exactement la date précise. J'ai eu la chance de recevoir une copie à l'avance de la part de la compagnie pour vous en parler et c'est certain que je vais le faire avec une vidéo. Donc, ça fait le tour de mon Quoi de neuf. Alors, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'avais beaucoup d'expérience à vous partager. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent? Marquez-le dans les commentaires. Si jamais vous avez joué ou des expériences personnelles, des coups de cœur aussi, je veux le savoir. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire et de pouvoir interagir avec vous et peut-être faire découvrir des jeux à d'autres auditeurs de la chaîne ou même à moi parce que ça arrive souvent que vous me proposez des jeux et je me dis, oh, ça a l'air intéressant et que je finis par flancher et aller parce que voulez-vous, j'aime vraiment beaucoup jouer à une tonne de jeux différents, même si des fois je me dis, ouf, faudrait vraiment que je joue à ceux-là, parce que je regarde mes étagères, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de jeux de qualité qui n'ont pas assez de temps de glace ou qui n'en ont pas eu encore, mais que voulez-vous, hein? C'est mes problèmes, ça me fait toujours un plaisir de pouvoir essayer une tonne de jeux, je me sens privilégié à travers ça, et c'est la raison pour laquelle je veux également vous partager toutes mes expériences de jeu, parce que si je gardais ça juste pour moi, ce serait plate, et c'est à ça que la chaîne sert de pouvoir vous parler du plus de jeux possible. Donc c'était Sylvain pour l'école de jeu, on se dit à la prochaine! Pour ceux-là qui sont restés jusqu'ici et qui n'ont pas vu notre flip the table du Delirium, le voici.